Je donne la parole tout de suite à Emmanuel Mouls à mes côtés. Je rappelle, vous êtes délégué général de Renaissance écologique. Tout à fait. Dans un instant, on va aller regarder ce que vous avez fait, ce que Renaissance écologique a proposé dans l'heure qui précédait notre discussion. Donc une fresque de la Renaissance écologique qui a été réalisée ici avec des passants, des citoyens, des habitants du coin. Et on va aller voir ça. On va parler aussi de votre parcours parce que ça rentrera sans doute en écho avec ce qu'on va entendre tout à l'heure avec Stécie Algrin et peut-être aussi avec ce que nous disait à l'instant Xavier Brisebois. Peut-être pour commencer, pour bien resituer les choses, Renaissance écologique, donc une association aujourd'hui, à l'origine, c'est un livre de Julien Dossier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre et nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'en est suivi de cette parution ? Tout à fait. Alors, à la base, c'est plutôt une fresque, un dessin. Et ensuite, ça a été un livre. Parce que donc Julien Dossier a créé la Renaissance écologique. Il était enseignant à HEC. Et pour montrer à ses élèves à quoi ressemblait une ville durable, donc il enseignait la ville durable, il a eu besoin en fait, d'avoir une représentation visuelle. On a besoin de savoir... effectivement, où est-ce qu'on va et à quoi ça ressemble. Et donc une représentation visuelle, et il est tombé sur l'allégorie des effets du bon gouvernement, donc qui est une fresque qui a été peinte en 1338 par Ambrogio Lorenzetti. Parce qu'il faut savoir qu'en 1338, la ville de Sienne était gouvernée par 9 citoyens qui étaient tirés au sort. Et ces 9 citoyens gouvernaient la ville de Sienne pendant 2 mois et demi. Et ils ont eu besoin... toujours pareil, d'avoir cette représentation visuelle pour toujours gouverner la ville de Sienne dans le même sens, pour le bien commun, pour la commune. Et Julien Dossier s'est inspiré de cette fresque puisque finalement il s'est dit mince, on a un message qui est passé depuis 1338 et tout est là pour la transition écologique et sociale. Et j'ai envie de m'approprier ce dessin, je vais étudier tous ces symboles, et puis je vais le rapprocher aussi du rapport du GIEC, du rapport Meadows, et de tous les exemples concrets qui existent sur les territoires de la transition écologique. Et donc il a rapproché ce dessin, il l'a fait dessiner par Johan Bertrandi, qui est un dessinateur nantais. Et ils ont créé cette fresque en 2016, cette fresque en noir et blanc, donc on va voir tout à l'heure, et qui représente en fait un paysage bas carbone qui régénère le vivant et qui est solidaire. On a 50% d'espaces bâtis, on a 50% de zones naturelles, et chacun peut exister en fait sur sa surface. L'un ne domine pas l'autre. Alors on va la voir dans un instant effectivement avec vous. On va y aller là-bas et on va regarder. Vous allez nous la commenter. Peut-être si on a l'occasion d'avoir peut-être une petite image. Je m'adresse à la réalisation Com et Anthony. Peut-être voilà. Si on a l'occasion d'avoir une petite image en même temps qu'on discute pour encore mieux entendre votre propos. Et je vous laisse continuer. Excusez-moi. Non, pas de souci. Et voilà, et en fait, cette fresque, elle a l'avantage en fait de pouvoir nous montrer à quoi ressemble ce monde durable. Et effectivement, je pense qu'on est tous capables de se dire qu'un autre monde est possible. Et là, je vais citer la phrase que Rob Hopkins a citée aussi dans la préface du livre de Julien Dossier. On est tous capables de se dire qu'un autre monde est possible, mais en faire l'expérience, c'est tout autre chose. Et effectivement, faire l'expérience de cet autre monde, voir que finalement les solutions sont à portée de main et que changer des habitudes, ça peut être aussi facile. À partir du moment aussi où on se coordonne tous ensemble. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'actions, mais on parle beaucoup d'actions de citoyens, mais moi aussi j'ai envie de parler des actions de nos élus, des actions des entreprises qui prennent le changement aussi à bras-le-corps. Et cet outil en fait permet de sensibiliser aux enjeux durables, mais permet aussi de se coordonner tous ensemble pour agir sur un territoire. Alors, pour replacer dans le contexte, on parlait de cette allégorie de la ville de Sienne. Le livre de Julien Dossier, l'association, les ateliers. Racontez-nous un petit peu le passage de chacun de ces éléments à l'autre. Effectivement, en fait, l'association, c'est une toute jeune association qui est présidée aujourd'hui par Anne Giraud, qui est une grande experte des enjeux énergétiques et de la transition.
toute jeune association, et effectivement notre mission c'est de développer, donc diffuser l'outil sur le territoire. Donc on va animer toutes les semaines des ateliers. D'ailleurs je remercie Alain et Christophe qui étaient présents ce soir pour animer l'atelier de la Renaissance écologique. Et donc toutes les semaines, nos bénévoles animent des ateliers justement pour sensibiliser aux enjeux. Et puis ensuite, vous pouvez vous-même, en adhérant à l'association, vous former à cette fresque de la Renaissance écologique pour vous-même animer vos ateliers avec vos proches, avec votre quartier, avec votre élu, pour aller chercher à faire bouger les lignes et échanger. Donc l'idée aussi, c'est de diffuser toutes les initiatives vertueuses qui existent sur les territoires, de les mettre en valeur et pourquoi pas de les multiplier. Quelle taille cette association aujourd'hui? Vous le disiez, toute jeune, fondée effectivement en 2019. Vous avez un certain nombre d'adhérents, commencez à avoir aussi du personnel, puisque vous êtes vous-même, je le disais, délégué général. Racontez-nous un peu la structure. Effectivement. Alors, notre conseil d'administration est composé de 9 personnes, comme le conseil des 9 de la ville de Sienne, c'est notre petit clin d'œil. On a une gouvernance très horizontale, c'est-à-dire que nos adhérents prennent des décisions avec nous et enrichissent en fait le projet associatif. Et aujourd'hui, on compte 300 membres en fait dans la Renaissance écologique, donc c'est une belle réussite et je pense que c'est l'outil aussi, enfin c'est la méthode qui inspire beaucoup et qui attire la curiosité, et c'est une méthode, un outil joyeux. Eh ben, voilà, qui est très joyeux aussi, pardon. Bah, tout va bien. Voilà, c'est bon. Il y a du vent, c'est normal. A priori, merci. Oui, et donc c'est pour ça, voilà, c'est un outil joyeux, c'est un message positif et qui donne envie finalement d'aller vers la transition. Tout à l'heure tu disais qu'il fallait rendre glamour aussi un petit peu la transition écologique. Je crois que c'est ce dont on a besoin, quoi. Se dire qu'on n'est pas tous des amiches, qu'on est conscient qu'on ne va pas revenir à la lampe à huile. Voilà, on demande juste un petit peu de sobriété, d'efficacité et voilà. Alors on va le présenter dans un instant, cet outil et la réalisation qu'il a donnée ce soir en particulier. Juste avant, je parlais de votre parcours et il me semble assez intéressant, et je pense que ce soir c'est intéressant aussi de parler des parcours, puisqu'on est ici pour discuter du passage à l'action, de comment est-ce que l'on en vient à une prise de conscience de tous les enjeux et de tout ce que ces enjeux écologiques rendent nécessaire aujourd'hui. Comment est-ce que l'on passe de ça à une action, à une activité, et je crois que votre parcours il représente aussi quelque chose dans cette idée-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ah oui, effectivement. Donc, c'est une reconversion professionnelle que j'ai effectuée il y a 3 ans et qui est complètement réussie. En tout cas, moi, je suis très fière de ça. Et pourquoi j'ai choisi d'effectuer cette transition ? Parce que j'étais déjà très engagée personnellement dans ma vie de mère de famille, avec mes enfants, et que effectivement, autour de moi, j'ai réussi à faire naître un petit peu cet engagement, en tout cas au sein de mon foyer. Et j'étais plus. Il y avait aussi une crainte, c'est-à-dire que c'est une situation qui, pour le coup, qui vous dépassait un petit peu. C'est une prise de conscience très aiguë, je crois, de la crise écologique. Complètement, en fait, j'ai complètement paniqué. Dans mon travail, il n'y avait plus du tout de sens à ce que je faisais, et j'avais envie, en fait, de faire partie de l'histoire et de changer le monde. Et en fait, effectivement, de m'engager, ça m'a fait énormément de bien. En fait, d'agir, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de dépasser mon éco-anxiété. C'est vrai que quand je rentrais du travail le soir, je pleurais. Bon, j'étais enceinte, alors peut-être que ça, je sais pas. mais voilà, en fait, d'agir et de me mettre en action, ça m'a permis de dépasser cette éco-anxiété. Peut-être Xavier Brisebois sur cette question-là. On a parlé de tout un tas de leviers tout à l'heure qui amenaient au changement. Dans laquelle des cases que vous nous avez présentées, on range cette éco-anxiété? Il y avait un autre mot, on en a parlé, la solastalgie, je crois. Ce mot, si vous pouvez nous le définir, c'est une nostalgie de sola. La solastalgie, alors là, nostalgie peut-être... Bon, disons d'avant, quoi, de moments. De l'avant, la solastalgie, on peut la ressentir aussi quand on coupe un arbre. Ah d'accord. Voilà, de la destruction de la nature et du vivant. Et alors voilà, par rapport à votre présentation tout à l'heure, Xavier Brisebois, c'est quelque chose dont vous tenez compte aussi, une anxiété qui va, elle, pousser à l'action?
Pour moi, ça rentre dans l'ensemble de ce que j'ai appelé les attitudes, hein, c'est-à-dire les déterminants internes de l'image qu'on se fait des comportements qu'on a. Enfin, en fait, ça rentre dans plusieurs choses. C'est très difficile de parler de l'individu dans ces cas-là, parce que chacun est dans un ensemble de particularismes qui font qu'on a beaucoup de difficultés à les rentrer dans cette logique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a émergé avec tout ce sujet une espèce de refondation morale, en fait, de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vivable, dans quoi on se projette, pourquoi ça fait sens, pourquoi ça fait pas sens. Et nous, on parle de normes écologiques. C'est qu'aujourd'hui, c'est normal de se préoccuper de l'écologie. Là où il y a 30 ans, c'était pas du tout une évidence. Mais c'est normal au même titre que c'est normal d'être contre la guerre, quoi. C'est une évidence. Et c'est ça qui est un grand changement. Après, chacun se l'approprie à sa mesure et à l'importance que lui veut y accorder pour des raisons qui lui sont personnelles, en fait. Et j'aimerais bien, là aussi, sur ce point-là qui me semble assez intéressant, et peut-être qu'on pourra ouvrir la discussion tout à l'heure sur cette question, mais Stécie Algrin, savoir aussi de votre côté, dans votre entourage, vous êtes ce soir la représentante des jeunes avec le grand J majuscule, et je suis désolé de plonger là-dedans la tête la première, mais peut-être, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est des choses que vous retrouvez autour de vous, cette peur d'un monde qui tend à se détruire, cette solastalgie, cette éco-anxiété que nous a présenté Emmanuel Mouls? Oui, et en même temps, en tout cas les personnes qui m'entourent, cette peur, elle vient plutôt du fait que on agit tellement, on fait tellement de choses pour changer les choses qu'à un moment donné, on se dit ça sert à rien parce qu'on a du mal un petit peu à voir l'impact. Quand on voit que le gouvernement a du mal à faire une petite loi climat. Voilà, c'est un peu déprimant et je pense que c'est plus ça plutôt que la peur réellement de l'effondrement. En tout cas, personnellement, j'ai jamais connu d'éco-anxiété parce que je pense qu'on peut encore changer les choses et qu'il n'est pas trop tard. Donc j'ai pas envie de me laisser abattre en tout cas. Bon, on ouvre le débat dans un instant sur cette question-là. Juste avant, Emmanuel Mouls, alors on y vient, on va la regarder, cette fresque. Si vous voulez nous y emmener, alors Anthony à la caméra va vous suivre et puis Charlotte au micro va pouvoir vous équiper également. Donc on vous regarde. Si vous voulez, on peut peut-être aussi se rapprocher. Moi, je suis obligé de rester là parce que j'ai un fil j'ai un fil à la patte, voilà, qui m'empêche de me déplacer de ma chaise. Mais je vous invite à suivre Emmanuel Mouls du côté de la fresque de la Renaissance écologique. N'hésitez pas. Alors racontez-nous un petit peu, d'abord dans la forme, peut-être présenter cette forme. On voit deux fresques, une au mur, une sur la table et des post-it dessus. C'est ça, mais en fait du coup on attendait beaucoup de monde, donc on a mis deux fresques, mais c'est bien parce qu'avec le protocole sanitaire ça nous permet de ne pas être trop regroupés et puis pour que chacun puisse aussi prendre part à l'exercice. Alors sur cet exercice on avait 1 heure. 1 heure, c'est assez court parce que ça peut être assez frustrant. Donc, on a essayé de faire un atelier qui puisse contenter tout le monde. Et sur cet atelier, nous avions en fait d'abord permis aux participants d'arpenter la fresque, c'est-à-dire que découvrir tous les moindres détails. D'ailleurs, je vous en prie, n'hésitez pas à vous approcher parce que en fait, cette fresque est truffée des solutions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Et donc, premièrement, vous arpentez cette fresque. Je vous laisse la découvrir. Et puis, on a posé, en fait, au départ de l'exercice, on a posé des questions. On a demandé au fait aux participants, pour eux, en fait, qu'est-ce qu'était le bien-être en ville. Je pense que c'était important aussi de faire le point, d'abord sur... finalement, que représente le bien-être en ville? Est-ce que c'est se déplacer? Est-ce que c'est avoir la 5G? Bon, c'est bien de se mettre tous au point. Ensuite, on a cherché à savoir aussi ce qui était essentiel pour les participants. Donc, on a cherché à coller complètement au thème ce soir. Et une fois qu'on avait posé toutes ces questions pour savoir en fait dans quel état d'esprit tout le monde se situait, on a pu constituer des groupes, des sous-groupes par thématique. Donc l'alimentation, la mobilité, le développement, les emplois, les bâtiments. Qu'est-ce qu'on avait encore? Les déchets, la mobilité, tout à fait. Et j'en ai un. L'énergie, pardon. Voilà, mon 6e thème. Donc on avait 6 thèmes et finalement on a nos 6 groupes qui ont travaillé sur la fresque et du coup les post-it servent pour repérer un symbole
un zoom de la fresque qui va nous permettre d'enrichir notre projet. Ah oui, tiens, moi je travaille sur l'énergie, là j'ai vu effectivement qu'il y avait des énergies renouvelables, il y a un pôle d'énergie renouvelable, il y a un méthaniseur, là ici j'ai un mur à pêche. Pardon, parce que voilà, on vous entend très très bien à condition que vous vous éloignez pas trop. Voilà, on est pile dans la bonne distance. Et peut-être si vous voulez aussi, si vous voulez vous mettre au mur, si vous voulez, qu'on verra encore mieux à la caméra ce qu'il en est. Et voilà, effectivement, je vous laisse continuer votre présentation, pardon. Et donc voilà, en fait, on peut commencer à poser ses post-it pour s'inspirer de la fresque, puisque ce qui est sur la fresque, ce ne sont que des choses qui existent et qui fonctionnent et qui sont possibles à mettre en œuvre. Après, la fresque aussi, c'est un outil fantastique parce qu'en termes de facilitation, elle vous permet... Il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est vrai que ce qui se passe en bas de la fresque, ce sont les projets d'amorçage qu'on peut faire naître de 0 à 1 an. Le milieu de la fresque, ce sont des projets de déploiement qu'on peut mettre en place de 1 an à 5 ans et on va chercher à consolider avec le haut de la fresque des projets qu'on peut mettre en place de 5 ans à 10 ans. Donc là, ici, en fait, on a un formidable outil, par exemple, pour rejoindre l'agenda 2030 et réduire par 2 ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone de l'accord de Paris. Voilà, donc pour revenir sur l'atelier, merci. Pour revenir sur l'atelier, donc les sous-groupes ont construit leur projet et puis ils ont restitué devant tous les groupes parce que c'est aussi intéressant quand on est sur le groupe de l'énergie, savoir ce qui a été dit dans l'alimentation et la mobilité. Ce que je ne vous ai pas présenté aussi sur cette fresque, ce sont les 24 chantiers. Les 24 chantiers qui mènent à la transition écologique, qui mènent à la renaissance écologique et qui permettent en fait de penser en système. Parce que sur cette fresque, on parle aussi bien de climat, on parle de solidarité, on parle de biodiversité. On va chercher en fait à casser les silos entre tous les enjeux stratégiques. On va chercher à créer de la transversalité. Et donc il y a 24 chantiers, l'air, l'énergie, la famille, la solidarité, la religion et la spiritualité même, la gouvernance, la sécurité, les comportements de consommation. Bon, je ne vais peut-être pas tous les citer aussi, mais en tout cas ils sont tous liés. Ces 24 chantiers et ces ramifications sont très importantes parce que finalement, on ne peut pas laisser un chantier de côté. Sinon, on ne va pas réussir à arriver au monde durable, en tout cas un monde soutenable auquel on croit et qu'on a envie de voir venir. Si on laisse un des 24 chantiers, finalement, en fait, on va laisser aussi des personnes sur le bord de la route et ce n'est pas le projet, en fait, c'est un projet commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuelle Mouls. On va vous applaudir parce que pour votre présentation et en même temps pour l'atelier qui a été mené là aussi. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, c'est trop cool. Et oui, Christophe me montrait le livre aussi, donc on en a parlé aux éditions Actes Sud. Alors on va le regarder, le livre effectivement, il va apparaître à l'écran. Et alors ce qui est sympa en fait, je ne sais pas si on peut faire un petit zoom, je suis désolée parce que le micro c'est pas évident, mais on voit en bas de la pochette l'allégorie des effets du bon gouvernement Lorenzetti. Je vous invite franchement à regarder aussi sur internet et sur YouTube, il y a des documentaires fabuleux sur cette allégorie parce qu'il faut savoir en fait que face à cette fresque, il y a l'allégorie des effets du mauvais gouvernement. Et là en fait on a le même paysage et on se rend compte que quand on a un gouvernement qui est un petit peu corrompu, avec une justice qui n'est plus forcément équilibrée, face à ce dessin plutôt joyeux, on va retrouver plutôt des champs en feu, des chevaliers qui se mettent devant la muraille pour fermer la ville. Plutôt que d'avoir une scène de mariage et une farandole, on a une scène de meurtre et de pédophilie. Donc voilà, rien de très sympa. Et le bien commun du gouvernement s'est transformé en tyran aveugle. Et donc c'est important d'avoir cette représentation-là devant les yeux. Et ce livre qui est disponible, qu'on peut retrouver partout, qui est édité chez Actes Sud, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Actes Sud, tout à fait. Merci. Et voilà. Et alors, on est chez François Bunel, là. Ça y est, d'un coup, on a une présentation de livre avec un zoom sur la couverture et tout l'argumentaire qui est avec. Merci beaucoup, Emmanuelle Mouls. Merci. Peut-être un petit mot avant de continuer nos discussions pour bien rappeler. Alors, d'abord, l'atelier qui a eu lieu tout à l'heure, c'est un atelier du type de ceux que vous organisez
partout ailleurs, dans des cadres très différents. Vous me disiez tout à l'heure, vous le faites avec des collectivités, avec des collectivités territoriales notamment, dans des entreprises aussi, c'est ça? Oui, complètement. La fresque, elle a cette capacité en fait à fédérer plusieurs acteurs. Et effectivement, elle va parler aux élus, elle va parler aux entreprises, elle va parler aux collectivités, elle parle très fortement aussi aux écoles. Dès la grande section de maternelle, on peut déjà commencer à avoir des applications en fait sur la fresque avec des exercices de coloriage, de petite motricité. Voilà. Après en CP, on va pouvoir apprendre à nommer, écrire des légumes. Enfin voilà. Et puis après au cycle supérieur, on va pouvoir aussi apprendre à devenir un manager responsable et avoir un impact positif sur ces décisions de cadre. Voilà, pour bien préciser, c'est que voilà, cette allégorie, cette ville imaginaire que vous nous présentez là, ça peut représenter une ville, pourquoi pas, mais ça peut représenter n'importe quelle structure. À l'échelle d'une société, on peut initier un changement au sein de sa propre boîte, de sa propre entreprise, par cet outil-là, en remplaçant, j'imagine, les maisons par des bureaux, j'en sais rien. Enfin, voilà, on est dans une allégorie, donc on peut tout imaginer, et il faut même d'ailleurs tout imaginer et s'approprier le dessin et personnaliser. Et est-ce que on comprend tout ce que ça apporte pour les gens qui participent à ces ateliers-là? Est-ce qu'à l'inverse, vous gardez toutes les réponses pour en faire un espèce d'énorme cahier de doléances qui pourra donner un nouveau livre chez Actes Sud? Tiens. Oui, on garde... ouais, trop top. On garde bien, oui, effectivement, toutes les solutions qui peuvent être créées parce qu'il y a énormément d'imagination et effectivement, on peut réaliser ses rêves les plus fous avec la fresque et avoir des projets qui sont vraiment super. On a de belles productions, enfin pour faire une petite parenthèse, notamment avec des jeunes qu'on pourrait penser pas forcément sensibles ou très loin de la transition écologique. Donc c'est fortement intéressant. Aujourd'hui, il n'existe pas comment je pourrais dire, d'outils qui va tout recenser, mais c'est un grand désir, c'est un grand besoin au sein de la communauté de le faire. Donc c'est un projet qu'on peut avoir. Après, on est aussi une jeune association et j'ai envie de dire que les membres sont tellement imaginatifs, créatifs, n'est-ce pas Christophe, que en fait on pourrait tout imaginer et je crois qu'on est loin d'avoir terminé en fait d'enrichir cette méthode. Eh ben voilà qui est bien noté. Tiens, est-ce qu'on a des participants de l'atelier qui a eu lieu tout à l'heure? Est-ce que certains sont restés avec nous? Je vous assure que je vous mets pas un micro sous le nez, mais c'est juste pour voir, voilà, si Madame par exemple, si vous le voulez, peut-être, est-ce que vous voulez bien nous dire un petit mot, peut-être? Non, je vous dis, je vous mets pas le micro sur le nez, mais je vous demande. Non, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu, peut-être en un mot? Non, c'est pas grave, aucun problème. Et ben voilà, on a une question de Madame au 3e rang, et si vous voulez bien juste vous présenter avant de poser votre question. Très bien. Donc, Manon, et j'avais une question un peu parce que vous abordiez l'impact sur les jeunes et du coup, notamment avec vous, je pense un peu plus tard dans la soirée. Et justement, je fais des ateliers avec les collégiens pour les questionner sur l'Académie du climat. Et on a fait un petit peu ce système de post-it, pas sur la fresque, mais sur un tableau blanc. Et on avait aussi séparé les sujets autour de 6 thématiques. Et en fait, avec eux, on en a conclu sur le fait que chacune d'entre elles se reliait et était interconnectée. Et du coup, je vous entendais parler de 24 chantiers. Et en fait, avec les enfants, on a un peu oublié ces 6 thématiques et pensé que c'était un seul gros projet commun. Et je voulais voir ce qui ressortait aussi peut-être quand vous faisiez les ateliers fresques. Ces groupes devaient se mélanger au bout d'un moment et les thématiques s'entremêler les unes aux autres. Oui, complètement. Et puis de toute façon, c'est le but. Les 24 chantiers, en fait, ils servent à partir du moment où on a construit un projet. J'avais un petit truc dans l'air. Je vais vous servir un verre d'eau. Pardon. Et ces 24 chantiers, en fait, ils vous servent à approfondir la réflexion et sortir peut-être un peu des sentiers battus et de tout ce qu'on connaît déjà, d'aller réfléchir à créer de nouvelles choses et chercher des acteurs qu'on n'avait pas forcément imaginé emporter avec nous sur un projet. Désolée. Et alors, peut-être si vous avez encore le micro, est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit peu plus sur ces ateliers? C'est mené dans quel cadre?
Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Oui, j'ai le droit de le dire. Du coup, c'est dans le cadre de la future Académie du climat qui sera construite dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Et du coup, je fais partie du CAIE, je ne dois pas vous le cacher. Je crois que je vous avais reconnu, mais peu importe, ça reste entre nous. Et du coup, en effet, j'ai mené des ateliers de concertation pour essayer de comprendre la future programmation de ce lieu qui se veut être un lieu innovant ou trouver des solutions. Assez souvent, les jeunes ont envie de se mobiliser sur ces questions-là, mais ne trouvent pas toujours les ressources. Il y a beaucoup de choses en ligne, mais ils ont l'impression que c'est compliqué pour former une association, pour se former simplement à ces questions qu'on aborde ce soir. Et du coup, au final, ils ont été très intéressés. Et nous, notre but, c'était en fait de les questionner d'abord avec ce système de post-it, et puis après, essayer de faire des cahiers des charges sur ce qu'on peut faire dans cette future Académie du climat. Donc, il y a un bâtiment un peu similaire à la mairie du 14e qui est derrière vous, mais celle du 4e. Et puis après, de se dire comment on peut le faire à une plus petite échelle, donc dans leur collège. Donc on est intervenu dans une dizaine de collèges parisiens pour les questionner sur ce qu'on peut faire là-bas, mais ce qu'on peut faire aussi à plus petite échelle, simplement installer un compost, une fripe, une boîte à livres, ou ce genre de petites actions, assez minimes, mais qui ont au final, mis bout à bout, ont de l'importance. Et pardon, je suis tellement heureux qu'il y ait un témoignage. Alors je vous lâche plus, ça y est, mais j'ai une dernière question, savoir quel âge ont les personnes qui participent à ces ateliers ? Du coup, c'était des collégiens, c'était les éco-délégués. Pareil, ça c'est une nouvelle forme qu'a prise. Il y a les délégués de classe, il y a le CVL, le Conseil de vie collégienne, mais il y a aussi les éco-délégués qui vont de la 6e à la 3e, du coup, en fonction des collèges qui sont 5-6 ou une trentaine de collégiens engagés et qui souvent ont envie de se questionner, ont déjà mis en place une mare, un compost ou ce genre d'action dans leur établissement. Et là, c'est venir les encourager à continuer, leur montrer sur la bonne voie en quelque sorte, et qu'on peut faire des actions même à l'échelle d'un simple collégien âgé d'un très jeune âge. Et ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure Stécie Algrin sur sa relation, je sais pas, en tout cas sur des discussions qu'elle peut avoir avec ses parents. Et je me dis, c'est pas inintéressant, je crois, de travailler avec des collégiens, puisque non seulement c'est la génération qui va petit à petit être aux activités, on va dire, dans quelques années, mais en plus, ils peuvent aussi avoir les mêmes liens que vous, Stécie Algrin, avec vos parents. Et du coup, ils peuvent aussi, je pense, discuter. Vous avez des retours là-dessus peut-être ou Le but c'est ça, c'est que déjà nos premiers ateliers étaient des débats, donc ce qui est drôle c'est rien que entre eux, sans parler des petits frères, petites sœurs ou des parents, entre eux ils débattent. On voit très bien qu'il y en a qui sont déjà plus conscients ou plus alertes sur ces sujets-là en fonction des thématiques et des centres d'intérêt de chacun, donc c'était déjà des débats assez intéressants à l'échelle du collège. Et puis après en effet on mise aussi sur le fait qu'ils en parleront aux plus petits ou plus grands, mais aussi aux parents, aux grands-parents, et qu'en rentrant à la maison ils demanderont de diminuer la quantité de viande, de mettre une bouteille d'eau dans la chasse d'eau ou de planter des choses sur le balcon, et que petit à petit ils s'adresseront aux plus âgés, que personnellement je sensibilise pas pour l'instant, mais qui mériteraient d'être sensibilisés aussi. Et je vous laisse tranquille, mais juste la bouteille d'eau dans la chasse d'eau, il faut nous l'expliquer parce que... C'est simplement pour qu'il y ait moins d'eau dans la chasse d'eau quand on la tire. C'est tout. Une bouteille d'eau fermée. Oui, d'accord, c'est ça. Ok. Pour qu'il y ait moins il y a moins d'eau qui sera remplie quand la chasse d'eau sera remplie. Aussi bêtement que ça. Donc voilà, des petites actions. Si ce soir on un truc sur le balcon, on met la bouteille d'eau dans la chasse d'eau et on n'achète pas de viande aux prochaines courses, je pense que vous serez contente. Eh ben, je vous jure que je mettrai une bouteille d'eau dans la chasse d'eau ce soir. Et je vois qu'on a des amateurs de bouteilles d'eau dans les chasses d'eau. Merci à vous, merci à tous. Et merci pour ce témoignage. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à continuer à participer aux discussions. Vous levez la main bien haut et je vois qu'on a un témoignage au deuxième rang. Et on va vous donner le micro, Charlotte, au deuxième rang. Voilà. Et deuxième rang dans l'autre sens, l'avant-dernier rang. Et on vous écoute, si vous voulez bien vous présenter aussi. Bonjour. Ouais, c'est bon. Bonjour Hippolyte. J'ai une question pour réagir sur donc ces interdépendances qu'on a vues. On se rend compte, et on doit sûrement s'en rendre compte quand on fait cette fresque du renouveau écologique, de la Renaissance, excusez-moi. De la Renaissance, oui. Ouais, et on prend conscience qu'en fait, quand on essaye d'agir, il y a beaucoup d'interdépendances, beaucoup de choses qui ne dépendent pas forcément de nous. Pour prendre l'exemple des entreprises, l'énergie qu'elles utilisent, leurs fournisseurs, tout ça. Et ça peut être, je pense, un petit peu déconcertant de se rendre compte que finalement notre zone de pouvoir est assez restreinte et qu'on doit compter sur les autres. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui réalisent ça et qui sont donc un petit peu découragés ? Et j'aimerais bien qu'on repose ensuite la question aux deux autres intervenants. Je pense qu'elle s'adresse différemment à vous trois, cette question.
J'aurais envie de dire en fait que on réalise pas le pouvoir qu'on a vis-à-vis des entreprises. Alors effectivement, on a eu des belles réalisations avec la fresque où on a réussi à coordonner des acteurs sur un territoire, mais ça c'était vraiment une décision stratégique qui était voulue. C'était pas parce que les citoyens ont dit il faut que nos entreprises changent, il faut que notre territoire change. Voilà, c'était les entreprises qui avaient cette ambition. Et je crois qu'il faut pas négliger en fait le pouvoir qu'on peut avoir en tant que consommateur. On l'a vu avec une application comme Yuka par exemple, qui a réussi aussi à faire venir Carrefour vers du zéro déchet, etc. Il y a quand même énormément de chiffre d'affaires qui a été fait sur le zéro déchet. Donc c'est aussi des pistes d'action. Donc voilà, déjà d'une, je pense qu'il faut pas oublier en fait que ce sont des petites gouttes qui font les grandes rivières. Alors c'est peut-être une grande phrase que je dis. C'est pas forcément évident de pas rester, de pas se décourager. Je crois que dans la vie, en tout cas, il faut savoir rêver en grand et voilà, avoir des ambitions et se tenir à ses objectifs. C'est pas forcément facile à faire tous les jours. J'avoue que même moi, avec toutes les nouvelles qu'on entend, un pipeline qui met le feu dans un océan, des glissements de terrain, une ville qui brûle en 3 jours, enfin. Voilà, donc il y a tous ces éléments-là qui vous disent mince, moi tous les jours j'agis, mais je me dis à quoi bon ? Mais en fait, du coup, moi, ma motivation, je la tiens parce que j'ai envie que cette planète puisse continuer à rester telle qu'elle est. Et surtout, j'ai envie d'offrir un avenir à mes enfants. Donc voilà, aujourd'hui, en tant que maman, je pense que c'est ça qui me tient. Sur cette même question des obstacles, Xavier Brisebois, c'est au cœur de votre sujet, ça. Oui, c'est une autre échelle, c'est l'échelle des groupes sociaux et de comment les groupes sociaux entre eux s'influencent, enfin, pour moi. Dans une perspective d'influence, moi je dirais que c'est important pour le citoyen de mettre une bouteille en plastique dans sa chasse d'eau pour le litre d'eau économisé, mais aussi parce qu'à force de toutes ces petites actions, on construit des représentations et des groupes sociaux qui sont orientés dans la même direction, qui se définissent par ce genre d'action et qui construisent leur poids politique de ce point de vue, qui du coup vont entraîner l'action politique, qui ne se déroulera pas sans ça, parce que les politiques ne construisent pas les orientations, et qui du coup va orienter les pratiques de tout le reste de la société dans un cercle vertueux idéalement. Enfin, possiblement. Et Stécie Algrin, j'imagine que vous avez aussi des choses à en dire, des obstacles que vous en avez eu aussi. Enfin, voilà, on en a tous au quotidien. Et alors, comment est-ce qu'on va au-delà pour ce qui vous concerne ? Déjà, sur l'inaction, aujourd'hui, il y a un truc qu'on appelle le triangle de l'inaction. Donc, à chaque point, on a un acteur, on a le citoyen, le gouvernement et les entreprises. Alors, le gouvernement, pour pas agir, il va nous dire moi, j'attends que les entreprises se bougent parce que c'est eux qui ont l'argent. Et puis, on attend aussi que les citoyens passent ce cap de l'acceptabilité sociale. Donc, finalement, ils ne font jamais rien. Les entreprises, pareil, vont nous dire nous, on attend que l'État nous mette une obligation parce que sinon, on va être désavantagé par rapport à nos concurrents. Et on attend aussi que les consommateurs nous montrent ce dont ils ont besoin parce que nous, on fait que répondre à une demande. Et donc, pareil, les entreprises ne veulent pas agir. Du côté des citoyens, on peut se cacher aussi derrière cet argument de moi, à mon échelle, ça sert à rien parce que de l'autre côté, il y a ces 2 gros acteurs qui ont non seulement le pouvoir mais aussi l'argent. Donc moi, ça sert à rien. Mais en fait, si on rentre dans cette spirale, personne n'agit et on se retrouve dans une situation comme on est en train de se retrouver aujourd'hui, avec des villes qui se retrouvent avec 52 degrés, alors qu'on est au Canada quand même. On se dit, on va pas atteindre ces températures-là. On va se retrouver avec des incendies en plein milieu dans l'océan. Donc je pense qu'il faut essayer de relativiser, de se dire que petit à petit, on commence à faire bouger les choses et qu'en tant que citoyen, on a un pouvoir qui est énorme parce que faut pas oublier que ces gens qui nous gouvernent, c'est un petit peu nous qui les mettons là, c'est un petit peu nous qui pouvons aussi leur mettre la pression. Il y a des actions de désobéissance civile, il y en a eu dans les supermarchés aussi pour montrer aux entreprises que le sucre, notamment, ça a un impact aujourd'hui sur les écosystèmes qui est pas chouette. Donc on va commencer à ouvrir des paquets de sucre et à leur montrer qu'il faut arrêter d'en acheter. En tant que citoyen, pareil, on peut mettre la pression sur ses élus. On a des députés, on a des sénateurs et des sénatrices. Aujourd'hui, si on les interpelle sur les réseaux sociaux, si on va devant l'Assemblée nationale pour leur montrer que nous, on suit actuellement les votes qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée nationale, on est en train de regarder un petit peu toutes les conneries qu'ils sont en train de faire. Et surtout, en fait, les députés et les sénateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un ancrage qui est local, qui est dans les territoires. Et eux, ils ont beaucoup plus la pression que les gens tout là-haut au gouvernement. Et donc, on a eu des mouvements comme ça. J'ai participé à la création d'un mouvement qui s'appelle Greenvox, où on a mis en place des permanences devant, en fait, les permanences des députés.
Et en fait, ils ont déjà fait un petit peu ce pas de venir nous parler. Ils ont dit, ok, on savait pas que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Et sachant qu'il y a les échéances là qui arrivent avec les présidentielles, avec les législatives, c'est un petit peu le moment charnière, même si on se doute bien que c'est pas les gouvernements qui vont tout changer. Mais il faut pas se désespérer. Il faut se dire que tous ensemble, en fait, c'est là qu'on va arriver à faire changer les choses, parce qu'en effet, moi, Stécie, si je vais avec une pancarte à un endroit, je sers absolument à rien, je suis personne. Mais si on est 100, si on est 200, si on est 1000, si on est 2000, là, ça commence à montrer qu'il y a une petite pression et que, en fait, l'envie de changement, elle est là, elle est présente, et que maintenant, il faut que collectivement, on se bouge, quoi.